La semaine que nous venons de passer est une semaine vraiment commémorative, parce que il y a 100 ans, jour pour jour, tout s'est déclenché cette semaine. Mais on estime que les Belges pouvaient mobiliser environ 300 000 hommes. Dans d'autres documents, on parle effectivement en réalité de 220 000, mais sur le terrain opérationnel, on pouvait en avoir environ que 120 000. Et de l'autre côté de la frontière, il y avait déjà près d'1 million de soldats allemands qui étaient prêts à la franchir, quoi. Et ils étaient bien plus qu'1 million, hein. Je crois qu'au total, ils avaient à peu près mobilisé 13 millions d'hommes. Alors, la Belgique est neutre à ce moment-là. Elle a signé des traités avec ses voisins, notamment avec l'Angleterre, la France et la Russie. Et cette neutralité, les Allemands, ça va les déranger, parce qu'ils veulent envahir la France et ils voudraient bien passer la Belgique sans encombre. Donc celui qui était en charge de la zone ici écrit aux Belges: « J'espère que l'armée allemande de la Meuse ne sera pas contrainte de vous combattre. Un chemin libre pour attaquer, c'est tout ce que nous désirons. Je donne des garanties formelles à la population belge qu'elle n'aura rien à souffrir des horreurs de la guerre, que nous payerons en or monnaie les vivres qu'il faudra prendre au pays, que nos soldats se montreront les meilleurs amis d'un peuple pour lequel nous éprouvons la plus haute estime, la plus grande sympathie. C'est de votre sagesse et d'un patriotisme bien compris qu'il dépend d'éviter à votre pays les horreurs de la guerre. » La suite nous dira qu'ils ont fait tout le contraire. Les forces belges n'étaient pas bien entraînées à l'époque, puisque la neutralité faisait de nous un peuple qui n'était pas destiné à la guerre. Donc, à ce point de vue-là, l'équipement n'était pas au top des tops. L'armée des Belges était même parfois un peu ridiculisée. On les surnommait les nains. À tort. À tort, vous allez voir. Hein. Et ce qui est très surprenant, c'est que mobilisés le 31 juillet, ils seront déjà opérationnels le 4 août, à Liège, au pourtour de Liège. Le roi Albert est d'origine allemande, prussienne. Donc ils ont cru qu'en tant qu'Allemand, puisqu'il venait de Saxe-Cobourg, enfin la famille venait de Saxe-Cobourg, qu'il allait répondre à l'ultimatum dans un sens positif pour eux. Et le roi a simplement dit, laissez sous-entendre qu'il ferait son devoir et qu'il n'était pas question d'accepter l'ultimatum allemand. Chez les soldats allemands, dans les premières troupes d'invasion, il y avait la rage. Je pense qu'ils n'ont jamais pensé qu'Albert Ier refuserait de laisser traverser la Belgique. Il sera, à cause de cette réaction-là, appelé le roi soldat, et après, on en fera le roi chevalier. Ils sont assis, ils prient pour le salut des gens qui ont laissé leur vie pour la patrie. L'artiste ici, Steyart, travaille admirablement bien, parce que vous diriez des photos. Hein, vous diriez... Un des premiers faits marquants qui va concerner un de nos soldats, ça se passe entre le 4 et le 16 août. C'est la bataille de Liège. Eh bien, les Allemands y avaient engagé 40 000 hommes. Pas plus. Ils disaient, ça va aller tout seul. Bon. Et il y avait environ 6 brigades. Le 5 août, pour une seule brigade, les Allemands vont perdre 30 officiers et 1500 soldats. Eh bien, c'est le 6 août que le soldat Georges Wilmar, théoriquement, c'est lui qui est à droite. Si on suit l'inscription en dessous, on le cite après Edmond Richoux. Georges Wilmar, à droite, va tomber à l'âge de 22 ans à Ougré. Le 21 octobre, c'est là que tombe Edmond Richoux, une vingtaine d'années. Son frère n'est pas avec lui parce qu'il a la chance d'avoir environ 18 ans. Et on mobilisait à 20. Voilà. Alors, les deux soldats sont, vous voyez, déjà pratiquement morts les tout premiers mois. L'un la première semaine, l'autre le 21 octobre. Les effets de la résistance belge vont avoir des effets catastrophiques. Donc, sur la réaction à l'attitude des Allemands, la résistance belge va provoquer
à coup sûr les atrocités qui vont suivre pour les civils. Dans les journaux français de l'époque, nous, Français, nous devons aux Belges plus que de l'admiration. Nous leur devons une inoubliable reconnaissance. C'est vrai que les Belges ont servi de bouclier aux Français et ont permis aux Français de s'organiser. On a, à ce moment-là, dans le vitrail, intercalé Edmond Rimbaud. On ne sait pas où il est tombé. On a relaté ici, dans la région, environ 130 incidents. Qu'est-ce que ça veut dire un incident? Que c'est un endroit où il y a eu au moins 10 civils morts. On arrive à peu près à 6500 civils qui ont péri. En France, ici dans le secteur, on est environ à 700. Il y a 28 incidents français. Il semblerait que le dernier en date ait été celui de Haybes, le 26 juin. Et quand on essaye de comprendre pourquoi autant en Belgique et pas autant en France, c'est parce que les Allemands n'ont jamais pardonné aux Belges d'avoir résisté. Et ils n'auront fait aucune pitié. Alors la technique, pour les Allemands, est assez facile. Elle est pratiquement la technique utilisée dans tous les villages. On arrive, il faut absolument effrayer la population. On évoque l'idée qu'il y a des francs-tireurs, ce n'est pas toujours vrai. Ce sont des civils qui seraient isolés et qui tirent sur les soldats. Et les Allemands en avaient un très très mauvais souvenir suite à la guerre franco-allemande de 1870-1870. Donc ils vont prétexter qu'on a tiré sur eux, ce qui pour eux leur donne l'occasion de représailles. On cible les autorités communales, mais aussi les prêtres. Il y a plus d'une vingtaine de prêtres dans la région qui vont y laisser leur vie. Et les Allemands soupçonnaient le cardinal de faire office d'espion à ce niveau-là, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais on va aussi l'accuser d'équiper en armes les francs-tireurs, ça j'en doute. Et les informations, en fait, elles passaient pendant les messes. Donc sans doute qu'ils étaient suffisamment habiles que pour faire passer pendant la messe les informations aux habitants. Donc je pense qu'il doit y avoir 22 ou 23 prêtres qui ont été tués, dont, de façon parfois très cruelle, dont le vicaire de Couvin, dont le monument se trouve le long de la route ici, à mi-chemin, enfin un peu avant d'arriver au Pernel. Une explication qui peut être possible, c'est quand vous attaquez au prêtre de la paroisse, vous attaquez à l'inattaquable. Je ne sais pas si vous suivez mon jugement. C'est vraiment la dernière personne qu'on pourrait attaquer. Et en faisant cela, à mon avis, ils ont dû impressionner très très fort la population. Aussitôt, les maisons, dit-il, sont livrées au pillage. Les soldats boivent, ils mangent, ils volent ici un cheval, là une vache. Leurs bouchers abattent le bétail sur place. Ils emportent les plus beaux morceaux et ils abandonnent tout le reste sur le bord du chemin. À la salle communale, ils éventrent le coffre-fort et ils détruisent les armes qui y avaient été déposées. À l'église, ils fracturent les troncs, le presbytère échappa à l'incendie, bien que le feu ait été mis à une garniture de fenêtres et à une chaise cannelée. 9 maisons furent incendiées. Alors ici sur le monument, vous allez voir, il y a plusieurs symboles. Le laurier, c'est le signe de l'immortalité, du courage. Nous les Belges, nous prenons le lion, qui symbolise la patrie. La croix, n'imaginez pas qu'elle est partout. Ici, il y a une croix. Si vous allez dans des endroits socialistes, à l'époque, il n'y a pas de croix sur le monument. Vous voyez, ça, c'est un indice. Alors, il y a un casque qui symbolise le soldat, et vous avez 2 sabres. La particularité, c'est que les sabres sont vers le bas. Parce qu'on veut montrer que c'est fini. C'est fini, c'est un constat de paix. On ne se bat plus, on se recueille et on pleure ses morts. Alors on met le sabre en bas. Comment un Allemand de l'époque voyait les choses et en même temps la vision qu'ils avaient des choses. Hein? Mais qui s'interroge aussi sur le sens des atrocités. Alors voilà ce qu'il dit. Nous passons Brully en flammes.
Voilà, il confirme quand même ce que d'autres vont dire, c'est très important. À 4h45 après-midi, nous passons la frontière belgo-française. Hurrah! Autour de nous brûlent des villages. À 8h, bivouac près de Guédossu, le premier village français, qui est tout en flammes. Là encore, les habitants ont tiré sur nos gens. Au point de vue agricole, le pays est toujours de plus en plus beau. Il y a principalement des pâturages avec de magnifiques bestiaux. Mais on voit aussi beaucoup d'arbres fruitiers, de betteraves et de froment. La forêt des Ardennes, proprement dite, à travers laquelle nous avons marché pendant environ 3 heures, n'a aucun caractère farouche et légendaire. Devant Rocroi, le canon tonne. La division dans laquelle il est intervient. Il dit la division intervient, Dieu merci, énergiquement contre ce brûlage et ce massacre de civils. Le ravissant village du Guédossu aurait été tout à fait innocemment livré aux flammes. Un cycliste serait tombé, ce qui aurait fait partir son fusil. On a simplement jeté les habitants mâles dans les flammes. De pareilles horreurs ne se reproduiront pas, il faut l'espérer. Et il termine, le soir il pleut, bivouac sans paille, dans une tente d'escouade sur l'herbe mouillée. Le matin il pleut toujours.